Bonjour à tous, vous regardez PlaySmart, votre rendez-vous pour décrypter l'industrie du jeu vidéo en France et dans le monde. Aujourd'hui, on parle de la préservation du patrimoine vidéoludique avec Laurent Duplouy. C'est le directeur du service multimédia de la BNF qui s'est donné pour mission depuis plus de 30 ans de conserver les jeux vidéo et tout ce qu'il y a autour. Il sera avec moi en tout début d'émission. Dans le débat de la partie multijoueur, j'accueille Sarah El Haïry, haut-commissaire à l'enfance, et également Catherine Roland, qui est une spécialiste des usages vidéoludiques et qui a été l'une des 10 expertes qui avait rédigé un rapport sur les temps d'écran et l'enfant. On parlera de comment protéger, éduquer nos enfants aux bonnes pratiques du jeu vidéo. Et en toute fin d'émission, j'accueille Vanessa Chicou, c'est la vice-présidente de l'association Afrogameuse. On parlera notamment de discrimination dans la pratique du jeu vidéo. C'est parti pour un nouvel épisode de PlaySmart. Pourra-t-on encore jouer à Final Fantasy VII, à Zelda Ocarina of Time ou Animal Crossing dans 500 ans? C'est le pari de la BNF qui s'efforce depuis plus de 30 ans de conserver les jeux vidéo et tous les éléments autour du jeu vidéo. Et je vais en parler avec le chef du service multimédia de la BNF, Laurent Duplouy. Bonjour. Bonjour. Ravi de vous accueillir sur le plateau de PlaySmart. C'est une première pour quelqu'un de la BNF. Depuis quand ce travail de conservation il a été lancé? Alors officiellement, le travail de conservation autour du jeu vidéo et du multimédia en général, il débute en 1992 avec l'évolution de la loi sur le dépôt légal. Le dépôt légal, si on rappelle à ceux qui ne connaissent pas, c'est l'obligation pour les éditeurs de vous transmettre en fait les éléments qu'ils ont publiés en fait. C'est ça, absolument. Il débute il y a fort longtemps, puisqu'il débute en 1537 avec François Ier, qui n'était pas. Il n'y avait pas encore de jeux vidéo à l'époque. Il n'y avait pas encore de jeux vidéo à l'époque, et c'est le dépôt légal du livre, hein, et des livres publiés à l'époque dans le royaume. Et au fur et à mesure de l'évolution des médias, eh bien, le dépôt légal est venu s'enrichir de différentes évolutions de l'édition en fait. Et comment l'idée a évolué, a fait son chemin de se dire que le jeu vidéo, au même titre que la littérature, que le cinéma, que la musique, avait sa place dans les travées de la BNF? C'est un processus qui se fait effectivement petit à petit. Il n'y a pas qu'un seul élément déclencheur, il y en a des multiples. Il y a l'évolution de l'édition, on voit apparaître des jeux vidéo dans les magazines, il commence à y avoir des livres qui, aussi. Voilà, et donc ce processus de patrimonialisation, il se fait petit à petit, et à un moment, il devient une évidence qu'il faut qu'il intègre les collections de la BNF, puisqu'on a vocation à donner une image de l'ensemble de l'édition. J'avais vu passer une information il y a quelques semaines à propos du jeu Final Fantasy VII que j'ai cité en tout début de séquence. Et en fait, le code source de la version d'origine a été perdu. Ça souligne exactement la raison d'être en fait de ce programme. Alors absolument. Alors nous ne gardons pas les codes sources. C'est les jeux, voilà, souvent matériels. puisque ça, c'est une œuvre de l'esprit. Et effectivement, Square Enix a malheureusement, pas qu'une seule fois d'ailleurs. Oui, à l'époque, on avait moins conscience peut-être que c'était des produits qui méritaient d'être conservés en fait. C'était ça, consommable, périssable. Absolument, oui. Là, vous avez à peu près combien le stock en fait, j'imagine, à disposition à la BNF, il ressemble à quoi? 23 24 000 jeux. Notre collection s'enrichit de 1000 jeux par an. En fait, on a un dépôt légal qui est à peu près de 2000 titres par an. Alors, quand on connaît la vivacité de l'industrie vidéoludique, on sait que ça c'est pas représentatif. Et il y a effectivement. Est-ce que tous les éditeurs ne déposent peut-être pas avec la même célérité? Et malheureusement, non. Certains s'y conforment. Certains gros ne déposent pas. Et certains gros ne déposent pas. Bon, si on peut citer Nintendo, par exemple, qui ne dépose pas depuis 2016, ce qui est un peu embêtant. Donc Breath of the Wild, Tears of the Kingdom, pour l'instant, ne sont pas dans vos collections, ce qui est dommage. Et non, c'est malheureux. Bon, et donc là, il y a un dialogue quand même avec eux pour résoudre le... Pas vraiment. Pas encore. Pas vraiment, mais je doute pas que... Dans la conservation du jeu vidéo, vous disiez on ne garde pas les codes sources, parce que vous n'aviez pas la possibilité de retravailler les jeux, par exemple, mais il y a un gros mouvement de dématérialisation du jeu vidéo. Ça a quel impact, vous, sur votre travail? Alors, c'est
À la fois, ça change beaucoup de choses et à la fois peu, mais en tout cas, aujourd'hui, ça crée une rupture dans le dépôt légal. Puisqu'en fait, ce que nous demandons aux éditeurs, c'est de nous déposer une version sans DRM. Les DRM, c'est quoi? C'est ce qui bloque en fait Voilà, l'utilisation sans. Enfin, par exemple, on prend la différence entre Steam, où vous devez être connecté à Internet pour jouer, ou une plateforme comme GOG, où le jeu, techniquement, vous appartient, il est sur le disque dur. C'est ça la différence. c'est ça la différence, absolument. Donc dans ce cas-là, et c'est vrai que c'est quelque chose qui n'est pas toujours facile à faire Ils ont pour peur de le les faire. éditeurs. Ils n'ont pas le temps de le faire et n'ont pas, souvent pas conscience qu'ils ont à le faire. Parce qu'on parlait tout à l'heure du dépôt légal. C'est vrai que les gros éditeurs connaissent l'existence du dépôt légal, mais un certain nombre d'éditeurs l'ignorent encore. J'ai lu 2, 3 choses en préparant cette interview, et il y a des jeux qui sont peut-être plus durs à conserver que d'autres. C'est notamment les jeux de service en Mm. ligne. Pourquoi c'est plus compliqué avec cela? Eh bien, parce que il est très peu probable qu'on soit capable de recréer toute l'infrastructure avec les serveurs. Tous ces jeux s'appuient sur des serveurs tiers que nous ne récupérons pas par définition, parce qu'en fait, on récupère que le jeu en lui-même. Et on n'a pas vraiment les moyens et vocation à le faire. Alors, du coup, ça nous amène à avoir des stratégies un peu détournées et qui consistent à documenter en fait le Ouais, jeu, c'est récupérer garder une trace. voilà, garder une trace, des vidéos, d'interviews. On va faire plutôt orienter le travail dans ce sens. Donc, devoir de mémoire sur ces jeux. Merci Laurent Duplouy, je le rappelle, chef du service multimédia à la BNF. C'est une équipe de combien de personnes à peu près? On est 19 en tout. 19 pour préserver le patrimoine vidéoludique, et pas seulement, puisque c'est un service beaucoup plus large avec le cinéma, la musique. Mhm. Et j'ai vu que quand on va voir les consoles, les vieilles consoles, il y a aussi de très vieux appareils de musique d'une autre époque qui sont exposés. Absolument. Merci beaucoup. On continue PlaySmart. On va s'intéresser à l'éducation de nos enfants, à la bonne pratique du jeu vidéo, parce que oui, le jeu vidéo, ça peut être un danger, mais c'est avant tout une activité de passion avec des avantages. Mais pour que ce soit un avantage et pas un problème, le jeu vidéo, c'est bien que les parents accompagnent. Et il faut accompagner avec certaines bonnes pratiques. On va en parler tout de suite avec Sarah El Haïry et Catherine Roland. Les jeux vidéo sont-ils une menace pour nos enfants, ou au contraire sont-ils un moyen de développement? Quels sont les pièges à éviter? Quelles sont au contraire les bonnes pratiques à leur inculquer en tant que parents? On va en parler avec Sarah El Haïry et Catherine Roland. Bonjour mesdames. Bonjour. Bonjour. Sarah El Haïry, je rappelle, vous êtes donc haut-commissaire à l'enfance et vous avez été ancienne ministre déléguée chargée de l'enfance, de la jeunesse, des familles sous le gouvernement de Gabriel Attal, pas d'erreur? Non, pas du tout. Très complet. Et donc, je voulais vous poser la première question, puisqu'à la Paris Games Week, vous avez fait une venue officielle, vous avez communiqué dessus, et la première phrase, si je me souviens bien de votre post LinkedIn sur le sujet, c'est « Les jeux vidéo ne sont pas une problématique pour les enfants, c'est une passion comme une autre ». Quelle est la posture officielle des pouvoirs publics que vous représentez sur le jeu vidéo? Ouais, très clair. Il n'y a pas un jeu vidéo. Il y a des jeux vidéo. Comme il y a des usages, il y a des écrans. Et donc, par essence, moi, je crois, et je pense que ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est utiliser le meilleur des jeux vidéo dans leur diversité, en fonction des âges, en fonction des contenus, et de répondre aux multiplicités et aux multitudes de défis, parce que oui, il y a aussi des dangers. Et donc, à partir de là, déjà, il y a une question très simple, qui est de dire, est-ce que le jeu vidéo est connecté à Internet ou pas? Est-ce qu'il Ça change beaucoup de choses. Ça change énormément. Est-ce qu'il y a de la messagerie ou pas? Et à partir de là, déjà, on commence à... Et ensuite, c'est quoi son contenu? Est-ce qu'il y a de la violence? Est-ce qu'il est éducatif? Est-ce qu'il apporte des savoirs? Est-ce que c'est du divertissement? Et encore une fois, dans la Convention internationale des droits des enfants, le jeu et le divertissement font partie des droits et des besoins fondamentaux pour grandir. Mais on n'a pas le droit, et là, pour le coup, c'est vraiment ma responsabilité, de dire que tout est blanc ou tout est noir. Oui, il y a des dangers. J'ai des pédocriminels sur les messageries de certains jeux vidéo. J'ai des propos violents. Il y a du cyberharcèlement. Tout ça est vrai, c'est pas faux. Par contre, ce qui est certain, c'est que ce n'est pas que ça. Et donc, il faut lutter contre ça. Et moi, mon sujet, c'est plutôt les fonctionnalités. Quelle est la fonctionnalité de l'usage? Est-ce que demain, je laisse un jeune préadolescent devant un jeu vidéo sans contrôle, sans discussion, sans éducation, alors qu'il a accès à une messagerie et qu'il échange avec des inconnus? La réponse est non, parce que oui, il y a danger, de fait. Par contre, est-ce que j'utilise
peu importe, un jeu vidéo éducatif ou même de divertissement pur, parce qu'on a le droit de s'amuser pour pousser son imagination, sa créativité, pour prendre plaisir et grandir, ça fait partie. Et donc, je pose ce jeu et voir, je le partage avec mon enfant. Oui, est-ce que c'est une chance? Bien sûr que oui. Est-ce que je l'utilise dans les usages même éducatifs et à l'école ou dans le scolaire ou le périscolaire? La réponse est aussi oui, C'est si possible. c'est accompagné. Catherine Roland, il y a eu un rapport au printemps 2024, vous faisiez partie des 10 experts qui avaient été impliqués dedans, 142 pages. C'était, alors, pas sur le jeu vidéo, c'était plus large, c'était enfants et écrans à la recherche du temps perdu. Dans cette problématique des écrans dont fait partie le jeu vidéo, quelle est la place du jeu vidéo? Est-ce que c'est une partie importante ou, je ne vais pas dire un épiphénomène, mais ce n'est pas la plus grosse partie du problème ou de la problématique? Alors, quand on a fait les différentes auditions, on a auditionné plus de 150 personnes. On n'a pas eu le plus gros témoignage sur le côté jeux vidéo. On l'a eu plutôt par rapport aux réseaux sociaux. Donc, je rejoins tout à fait ce que vous avez dit, Madame El Haïry. Ça dépend en fait du type de jeu qu'on va avoir, et c'est finalement autour des usages du numérique, autour des usages des écrans, donc les problématiques qu'on peut voir dans ces cas-là, qu'on peut retrouver dans le jeu vidéo, qui fait partie des outils du numérique. Et là, ce que j'entends dans vos deux discours, c'est qu'il y a quand même une difficulté supplémentaire quand on pense à jeux en ligne, en fait. Bien sûr. Il y a une double problématique. En fait, dès le moment que vous avez de la messagerie, moi, mon sujet fonctionnalité, je considère que c'est un réseau social, puisque vous êtes interconnecté à des tiers. Donc, les problématiques derrière sont plus importantes. Et les risques, et les dangers, bien sûr. Mais si vous êtes sur une console, et que du coup, il n'y a pas de connexion. Hors ligne. Hors ligne. Une console hors ligne, quelle que soit la console. Moi, je fais ça parce que je pense à la Switch, mais en fait, n'importe quelle console. Si vous êtes même sur un jeu en réalité virtuelle, en immersif, ou même simplement sans connexion vers l'extérieur, en tout cas vers un inconnu, alors les opportunités, elles sont réelles. Et puis aujourd'hui, on sait par la science, parce que c'est basé, parce que c'est étudié, parce que c'est étayé, qu'il y a des opportunités. Par exemple, moi, j'ai un énorme sujet sur la lutte contre les violences sexuelles. Et je sais qu'aujourd'hui, on a du jeu vidéo thérapeutique, parce que ça aide à libérer la parole. Et en parallèle, je sais très bien que les dernières interventions de l'OMS disent que le jeu vidéo peut être addictif et qu'il y a des dangers d'addiction sur le jeu, comme le jeu en ligne ou encore les jeux d'argent. Ça, c'est autre chose. Donc la question, c'est comment je crée un chemin balisé, avec des clés, pour que nos enfants utilisent le meilleur de ce qu'on peut leur apprendre en termes de politique de prévention, en termes d'apprentissage, dans un monde qui va aller de plus en plus vite. Des jeux aussi, peut-être Le choix des jeux. Moi, franchement, je suis une geek finie. J'adore les sujets de techno, j'adore l'IA, j'adore les jeux vidéo, je joue en famille aussi. Citez les jeux que vous aimez. Pour le coup, ça va faire de la pub, mais moi, je suis un bébé de Counter-Strike. Oui, donc des jeux en plus qui jouent en réseau, qui sont violents, mais qui ne sont pas forcément... J'ai 36 ans. Donc, en réalité, oui, moi, je peux jouer en réseau et je peux interagir. J'ai aussi beaucoup joué en Game Boy et en Game Boy Color. J'aime les Sony, les Mario, parce que c'est mon histoire. Puis je suis un bébé de la pop culture, donc profondément, j'aime ça. Mais je suis consciente des opportunités, même au-delà de cette pop culture, de demain, des jeux de cartes, de la capacité de passer du digital au réel, du réel au... Exactement, et du coup, de tirer le meilleur de tout ça. Mais on n'a pas le droit de considérer que c'est open bar, qu'il n'y a aucun danger et que tout est... Ou de tout mettre dans le même sac. Non, parce que c'est très pluriel. Et c'est là où on a besoin d'accompagnement des parents et des scientifiques sur les impacts, sur le développement, sur l'éducatif, sur le cerveau, sur il se passe quoi. Quand je suis devant un smartphone et que je joue sur un smartphone, c'est pas la même chose que quand je joue sur une tablette, je joue sur un écran télé ou même simplement sur une console. Et donc là, on a besoin d'accompagnement, on a besoin de conseils et on a besoin de parcours. Et là, vous avez touché du doigt un point sur lequel j'aimerais aller avec vous, Catherine Roland, c'est la place des parents en fait dans cette pratique du jeu vidéo. J'imagine que les parents de 2025 ont peut-être un peu plus d'outils que les parents des années 90 par exemple, parce qu'on a une génération de parents qui a probablement joué aussi aux jeux vidéo. Certes, mais et puis effectivement, il y a du contrôle parental, il y a des éléments qui peuvent être proposés, et effectivement, à partir du moment où on a des parents joueurs, ils sont aussi un peu plus à même à savoir les bonnes à quoi pratiques, tu joues. Voilà, et à engager la discussion, parce que vous l'avez dit, ce qui est extrêmement important, c'est de pouvoir discuter des pratiques de jeu, s'intéresser au type de jeu auquel les gens jouent, les gens avec lesquels ils jouent, mais également les émotions qui sont évoquées pendant les jeux.
Et c'est extrêmement important d'avoir des outils qui nous permettent de vivre des émotions. Et c'est important d'accompagner aussi la discussion autour de ces émotions. S'il y a eu une défaite, pourquoi ça te met en colère, qu'est-ce qui se passe, à travailler le retour au calme. Et ça, c'est important de l'accompagner. Et ce que je voulais dire, et je voulais aussi rebondir par rapport à ce qui a été dit avant, merci d'avoir aussi donné des exemples pour dire que le jeu en ligne n'est pas forcément mauvais. Au contraire, c'est très bien parce que ça travaille la sociabilisation, ça travaille le collectif, le collaboratif. Donc énormément de compétences qui sont importantes pour les enfants. Encore faut-il veiller, comme pour les autres pratiques numériques et d'échange avec d'autres, à ce que ce soit fait dans le vivre ensemble correct, des bonnes pratiques autour de Parce ça. que là, Oui. je vois que vous vouliez réagir, mais Oui. quand on parle de jeux en ligne avec donc, des interactions, Mm. le problème vient peut-être pas forcément du jeu, mais de l'environnement. Ah oui, Et mais ça, c'est très compliqué à c'est gérer. compliqué, mais c'est le point d'entrée. Et donc, typiquement, quand je suis sur Roblox, qui est plutôt des plateformes, je joue pas à Zelda sur ma Game Boy, enfin, ou ma Game Boy Color, ou peu importe sur la Mhm. console sur laquelle je joue. Et quand je suis sur Pokémon ou Pokémon Go, bah, on sait qu'on va avoir de l'accès à la culture, à l'architecture. Et donc, franchement, c'est enrichissant et c'est plutôt immersif. C'est le lien entre le réel et la réalité virtuelle. Et on a vu même des opportunités de tourisme, des enfants qui vont aller découvrir des monuments, alors que franchement, ils ne s'intéressaient pas du À une tout. époque, le monde utilisait la Bien sûr. 3DS pour faire. Mais moi, j'ai découvrir joué des- pendant mes des vacances en pays. disant, bah, on va finalement aussi s'amuser avec les arènes parce qu'on découvre, parce que c'est ludique. Et pourquoi pas, parce que c'est stimulant. Mm. Par contre, quand je me retrouve sur une plateforme où il y a des messageries totalement ouvertes, où il y a une pression... on a saisi des discussions avec, pour le coup, je suis désolée, des pédocriminels qui essayent d'embarquer Qui sont des passés pour enfants des enfants. qui sont passés pour des enfants de 10, 11, 12, 13 ans. Donc, sans accompagnement, c'est quand même déjà problématique en termes d'accompagnement parental. Il faut que les parents Mais, soient derrière. mais exactement, parce qu'il y a une monétisation d'achat d'accessoires, parce qu'il y a le fait de racheter des vies, parce que finalement, ce monde devient Monétisable aussi pour monétisable l'éditeur. et donc potentiellement envoyer une photo, envoyer quelque chose devient un élément d'échange. Et pour des enfants, là pour le coup, non, ça peut pas être le Far West. Et c'est là où on en discutait juste avant de rentrer en plateau, la question de Peggy, par exemple, qui donne de l'information sur la violence ou les images. Ben, pour moi, c'est bien, mais c'est pas suffisant. C'est parce que la question, c'est aussi les fonctionnalités. Et je trouve qu'aujourd'hui, c'est un peu l'angle mort. On globalise tout. On globalise les écrans et on globalise les usages. Bah non, les jeux, les Ça, réseaux c'est aussi sociaux. de la politique, non? Aussi, c'est de la Non, récupération. je crois qu'aujourd'hui, c'est comme on parle de l'IA, comme si c'était une seule chose. Bah, en fait, non, l'intelligence artificielle, c'est des millions d'opportunités. Pour une IA conversationnelle pour apprendre une langue étrangère, c'est passionnant. Par contre, pour faire sa psychologie, c'est moins. C'est efficace. absolument déconseillé. Et même, je vais Bien aller sûr. plus loin. Aujourd'hui, déverser. J'ai un enfant, un jeune préado sur 3 qui dit que son meilleur ami est virtuel. Moi, ça m'inquiète. Parce que aujourd'hui, il est en train de donner de l'information, de l'intime de ses doutes, de ses peurs, de ses craintes. Et on ne sait pas où ça Qui va. déverse, on ne sait pas du tout où ça va, comment ça se retourne ou pas contre lui. Et donc, c'est là où il y a un apprentissage à faire. Et donc, l'IA, ça permet d'apprendre une langue étrangère, ça permet de trouver des cancers, ça permet de pousser la créativité au maximum si on sait interagir avec. Et moi, j'ai envie que nos enfants apprennent à utiliser ces opportunités-là, parce que de toute façon, ça sera leur monde. Et c'est déjà le nôtre. Et à l'inverse, je ne veux pas que demain, on puisse pour le coup, manipuler avec de la deepfake, manipuler avec les bulles algorithmiques. On a besoin de leur expliquer qu'est-ce qu'une bulle algorithmique. On a peut-être aussi besoin, moi je crois, de tordre le bras sur, pour le coup, la question de l'algorithme sur les mineurs, parce que c'est pas la même chose. L'économie de l'attention, elle n'est pas anodine. Sur les adultes, c'est OK, c'est fine. Je veux dire, c'est le jeu presque. Oui, mais en même temps, pas même sur pour les enfants. adultes, on n'est pas totalement à l'abri d'un algorithme qui nous propose des contenus qu'il Et choisit. c'est déjà le cas. Et justement, Catherine Roland, je voulais vous demander, là, quand j'entends tout ça, c'est qu'il y a aussi un rôle des éditeurs, des créateurs de jeux, certes, mais surtout des éditeurs qui sont le dernier filtre. Comment, en fait, eux, ils jouent le jeu ou pas du tout sur le sujet? Je pense qu'effectivement, il faut responsabiliser l'ensemble des acteurs. Il y a certainement de la régulation à impliquer, à demander. Je pense qu'il faut aussi impliquer la recherche pour faire aussi des études d'impact, pour élaborer aussi des grilles d'évaluation qui soient objectives, qui permettent de Donc, donner évaluer des données. l'impact de quoi? Des contenus des jeux Ça sur peut les être ressentis? Oui, l'impact des par usages. exemple Mais les développeurs de jeux, intrinsèquement, ils essayent de développer une expérience qui est enrichissante pour le joueur. Que ce soit les game designers, ceux qui imaginent les règles du jeu, comme les ergonomes, ils essayent de trouver quelque chose qui soit impactant positivement. Maintenant, effectivement, il peut y avoir des microtransactions, comme vous l'avez dit, qui viennent de l'économie de l'attention, qui là viennent
contrecarrer ça. Donc, ceux qui développent des jeux avec l'intention de proposer des expériences enrichissantes, eh ben, eux, ils sont pas d'accord avec ces économies de l'attention qui vont être délétères aussi pour l'expérience de jeu. Donc, il faut arriver à pointer les choses contre lesquelles il faut lutter, donc bien les identifier. Parler le langage, c'est pour ça que je parle de la recherche, parler le langage de l'observation, tout ce qui va être scientific based, Bien sûr. basé sur les données de la recherche, pour pouvoir bien pointer ce qui est délétère, ce qui ne l'est pas, et discriminer, vous l'avez très bien dit, le jeu vidéo, c'est un terme Un monde très vaste. qui englobe tellement de choses, il faut apporter de la clarté, de la transparence, et puis là, on pourra discriminer les choses qui sont positives et négatives. Catherine Roland, Sarah Lahiri, merci beaucoup. Le temps file et on n'en a pas beaucoup encore sous le capot. Donc, je vais devoir mettre fin à cette table ronde maintenant, mais je pense qu'on reviendra sur Avec ce sujet qui est plaisir. un Avec sujet extrêmement plaisir, vaste, notamment le lien avec les éditeurs, les acteurs Oui. de cette industrie. Oui. On va continuer à parler du sujet, notamment de l'environnement autour du jeu vidéo. Puisque j'accueille Vanessa Chicou, c'est la vice-présidente de Afrogameuse, une association notamment qui s'est créée pour aider les femmes racisées qui se sentaient exclues du jeu vidéo d'assumer leur pratique, leur passion pleinement. Peut-on jouer librement aux jeux vidéo quand on est une femme racisée? La réponse devrait être un grand oui, mais la réalité, c'est pas si évident que ça. Et c'est parce que beaucoup de personnes, et notamment des femmes racisées, se sentent parfois discriminées sur les plateformes de jeux en ligne qu'est née l'association Afrogameuse. J'accueille sa vice-présidente Vanessa Chicou. Bonjour. Bonjour, merci de me recevoir. Alors, j'ai plus ou moins mené le sujet dans l'intro, mais la raison d'être d'Afrogameuse, si c'était vous qui me la présentiez, vous me diriez quoi? Ouais, c'est exactement ça. En fait, l'idée, c'était de pouvoir créer un espace de parole et surtout de comprendre pourquoi on avait du mal quand on était une personne racisée, quand on était une femme, en fait, d'avoir une expérience de jeu, des expériences numériques sans problème. Jennifer Dufault, qui a créé l'association, est une joueuse de jeux vidéo depuis très longtemps. Elle était plutôt sur du League of Legends, donc on appelle ça un MOBA, c'est un jeu... Donc très collectif. Exactement, c'est ça. Et en fait, quand elle jouait, elle s'est rendue compte que si elle mettait un avatar de couleur noire, si elle indiquait en fait dans ses pseudos qu'elle était femme et femme racisée, en fait, elle se prenait plein de commentaires et elle s'est dit: est-ce que je suis la seule à le vivre? Est-ce que mon expérience de jeu, en fait, il y a que moi qui subis ça? Et finalement, en discutant avec des gens, en créant la communauté, elle s'est rendue compte que non, elle était loin d'être la seule à vivre ça. Et elle s'est dit: en fait, il faut faire quelque chose, sensibiliser les gens et surtout créer en fait un espace où les personnes qui vivaient un peu ces expériences-là puissent en discuter et surtout s'entraider. Et donc voilà, c'est comme ça que l'association Et vous-même, a été créée. vous incarnez ce sujet, puisque vous-même, je crois que c'est sur Counter-Strike, Oui. vous avez été victime de quoi? De remarques désobligeants par rapport à Exactement. votre sexe et Oui. race? Couleur de C'était peau. plutôt comment ça s'appelle, lié au sexisme. Moi, il faut savoir que je suis plutôt une joueuse console de base et donc j'ai découvert il y a très longtemps le jeu vidéo via la Mega Drive. Mais donc, c'était pas forcément en ligne à Non, l'époque. exactement. Donc, dans un environnement où je connaissais les gens avec qui je jouais. Et en fait, au collège, j'ai commencé à jouer dans les cybercafés et donc découvrir Counter-Strike. Et c'est là, en fait, que je me suis pris un peu des salves de commentaires désobligeants. Et à cause de ça, jusqu'à maintenant, donc ça fait 20 ans, je ne joue toujours pas en jeu multijoueur, en ligne et en réseau. Alors que vous aimeriez. J'aimerais bien. Il y a certains jeux parce que alors je suis très nulle en FPS, mais c'est un genre que j'aime bien et parce que il y en a énormément qui sont justement en ligne, et ça me bloque un peu. J'aimerais bien streamer, par exemple, dans l'association, on a pas mal de personnes qui streament, donc c'est le métier et d'où juste qu'ils font ça par passion et j'aimerais bien pouvoir le faire et ça c'est un des critères qui fait que je ne stream pas parce que j'ai peur des remarques. C'est les commentaires que vous allez recevoir. C'est les commentaires, c'est les remarques. Et c'est aussi, je suis très... comment je peux dire ça? Je suis très, comment ça s'appelle? Sensible aussi à ce qui va être... sensible. Déjà d'un point de vue personnel, mais même si en grandissant, on arrive à faire face à ça. Mais surtout, pour moi, il y a un des sujets sur les réseaux et les plateformes du numérique qui est très important et qui, pour moi, devrait être être mieux pris en compte par les plateformes, c'est la modération.
la modération en ligne, qu'elle soit sur les plateformes de streaming Twitch ou autres, c'est souvent la modération humaine. Pour moi, c'est impensable en fait de demander à quelqu'un de devoir modérer et de se retrouver face à des commentaires haineux, désobligeants, des Et on parle expériences de toxiques. milliers, centaines de milliers de commentaires. Ça peut, parce que il y a très souvent, les personnes qui veulent troller, en tout cas avoir des commentaires haineux, elles sont organisées. Donc, il peut y avoir des bots, donc des raids, des commentaires qui viennent par centaines, par milliers, ou en tout cas qui vont se passer le message et pouvoir s'aider justement à détruire un peu les streams et les expériences de jeu. Et le fait, en fait, de demander à des personnes qui sont très bien, qui sont bienveillantes et qui vont m'aider justement à avoir un stream bienveillant. Moi, ça me gêne de mettre ces personnes-là finalement en Un peu en première ligne. danger, ouais. Exactement, et qu'elles subissent ces commentaires-là. Et pour moi, il y a un vrai travail de modération qui doit être fait par les plateformes à ce sujet. Et Afrogameuse interagit avec les plateformes, avec les éditeurs pour ces sujets-là? On a déjà été en contact avec Twitch, par exemple, lors de commissions, notamment quand il y a eu la vague, enfin, il y a plein de vagues, mais en tout cas, il y avait pas mal de streameuses qui avaient été harcelées, dont Magla et d'autres. Et donc, on avait été concertés, donc les associations dans le jeu vidéo, féministes, autres, et aussi les streameuses, les personnes qui étaient directement victimes du sujet. Donc, on a été concertés là-dessus. Après, est-ce que ce qu'on a abordé, ce qu'on a conseillé a été pris en compte? Ça, je pense que c'est un peu plus. Ça va prendre beaucoup de Ça temps va en tout prendre cas, énormément à de temps, évoluer. effectivement. Alors, j'ai regardé un peu vos actualités ce week-end, enfin le week-end qui vient de passer, Game Changers. J'ai l'impression qu'Afrogameuse, bientôt, va falloir vous renommer Afro Game Developer, puisqu'il y a beaucoup de membres finalement qui semblent vouloir participer à la création de jeux, en fait. C'est un peu ça le Exactement. concept. Ouais, en fait, ce qui est marrant, c'est que finalement, quand on a créé l'événement, parce que très souvent, on nous invitait à des événements professionnels ou autres, où en fait, on parlait de la diversité. C'est très bien, c'est important et on est là pour ça. Mais finalement, on ne parlait pas de nos expertises. Et pour nous, c'était important de montrer aussi la diversité à travers nos métiers. De dire, moi, je suis une femme racisée, je suis un homme asiatique et je fais tel métier et je suis expert de mon métier et je peux vous en parler. Et pas juste, il faut avoir de la diversité dans le jeu vidéo. Et donc, on avait envie finalement de faire l'événement par et pour les personnes racisées. Et c'est comme ça qu'on a créé l'événement. Ça fait 6 ans maintenant qu'il existe. Et ce qui nous tient à cœur maintenant, c'est qu'on a pas mal de commentaires de personnes qui nous disent c'est un événement où je me sens bien. Il y a un espace de parole qui est libre, mais surtout cette espèce de cocon où en fait on peut discuter et se sentir bien, et c'est hyper important pour nous. Et juste pour revenir sur la partie développeur, on a pas mal d'étudiants et étudiantes qui sont au sein de l'association et des personnes qui travaillent dans l'industrie. Et donc c'était important aussi de leur donner un espace pour discuter de la professionnalisation, exactement, et échanger avec leurs pairs. Et c'est comme ça que l'événement est né. Merci beaucoup Vanessa Chicou, je le rappelle, vice-présidente d'Afrogameuse. On avait accueilli Jennifer Lufo le mois dernier pour un plateau sur la représentation de la diversité. Et on avait aussi accueilli Julie Canet l'an dernier par la présentation de son jeu, une membre d'Afrogameuse qui développe le jeu Tales of Vestura. Eh bien, à très bientôt sur PlaySmart. L'émission est terminée. Je remercie Loïc qui était à la réalisation, Saïd qui était au son, Sybille qui me parlait dans l'oreillette pour le respect des timings. Je vous donne rendez-vous le mois prochain qui sera également l'année prochaine. Encore quelques dizaines de dodos avant Noël. D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas, jouer intelligemment, c'est mieux que de simplement jouer.